nouvelles. Il nous reste 1 heure là aujourd'hui, mais c'est pas. Merci. Just to say one each. I'm able to connect to 8. I'm able to connect. Oh, that's coming. It's a bit sketchy here. Yeah, no, even my own thing is. Why should it? Only does it say application number in any case also? This is for the own Wi-Fi. Your own. Yeah. ऐसा ही मैं था फर्स्ट इसी और ये पंच करूँ आने बुला दे पंच सॉरी स्टेपलर का जो Oh, désolé pour ce petit mais inévitable moment de. Je n'aime pas vous aider parce que finalement on va perdre plus de sang. Je vais peut-être vous aider. Attendez. Là.
Ça va, vous y arrivez? On va vous donner ça pour demain, puis alors là, j'essaie de lui envoyer les autres textes, mais c'est absolument, depuis tout à l'heure, c'est pas passé. Donc je viens d'en mettre, voilà, bah tiens, c'est ce que je leur ai... Ah bah non, je te l'ai pas redonné. Attends une minute, je vais te la donner. Je t'ai mis des textes sur ma clé, parce que ça passe pas, c'est pas passé depuis tout à l'heure. Alors, attends, là, c'est juste autre chose que je... Si tu veux qu'on travaille à partir de tes copies, on peut le faire aussi. Non, mais c'est comme tu veux. Non, mais donne-moi, c'est mieux, c'est comme ça. Je vais peut-être écrire. Mais j'en ai une là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis en train de finir de la... Voilà. Ça, j'en profite pour le mettre là. Bon, voilà. Tu t'occupes pas de ça. C'est ça, voilà. Je t'en ai mis 4 là. Voilà. Hein? Donc, attends. Voilà. C'est ces 4 éléments-là. Bah, que soit tu fais imprimer, soit tu le renvoies par... Ah, tu le fais imprimer? Parce que sinon, je peux te donner les copies. C'est comme tu veux. Donc, je te donne ça. Voilà. Celui-là. Celui-là et celui-là, pour le moment. Il est là. Voilà. Voilà, je garde la clé. D'accord. Il y a 9 pages. Oui, il y a 9 pages. Dans la photocopie qu'on vient de vous distribuer, il y a 9 pages. Ça va faire dans toute sa splendeur, comme d'habitude, à oublier d'attraper. Donc, s'il vous plaît, regardez un peu. Il est gentil. Ah, par contre, attends, par contre, est-ce que j'ai... Attends. Ça a l'air d'être... Est-ce que j'ai dû imprimer sur du... Ah bah non, je peux imprimer sur du brouillon, comment ça se fait? Bon, ça c'est pas bien. Bon, dès que vous avez fini, on va pouvoir... vous pouvez commencer à lire, on va travailler sur la nouvelle, là, on commence à travailler sur la nouvelle, donc vous pouvez commencer à la lire, ou je peux même commencer à la lire avec vous. Ce qu'on peut faire, je propose qu'on peut en faire une lecture à haute voix tout de suite, déjà, que vous l'entendiez, et puis après vous la relirez, et on va commencer à la traduire. Oui, puisqu'après tout, l'un n'empêche pas l'autre. Marcher vers le dôme rouge. Note autour d'un carnet utilisé pour la préparation et le suivi d'un tour d'Europe en 2005. Jaune, transparent, mat, à spirale. J'avais choisi ce carnet pour qu'il survive éventuellement à la pluie. Sur la première page, tu avais dessiné 14 drapeaux, tous plus ou moins européens, ceux de ton périple. Tu venais de passer ton bac, la tête pleine de ce savoir gigantesque qu'on ne conserve que quelques semaines, et tu avais appris cette expression attribuée à De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Il fallait vérifier. Tu montais jusqu'au Cap Nord avec V. Tu retrouvais S en Russie, en Ukraine. C'est J que je rejoindrais, et qui te rejoindrait, sur un coup de tête. Il repartirait de Roumanie, et tu serais alors seul pour rallier lentement la Suisse. Tu avais recopié dans le carnet la symbolique des points cardinaux,
et tu te disais que ton itinéraire nord, est, sud-ouest faisait sens. Nord égale chercher les obstacles pour mesurer sa force. Est égale connaître ses origines. Sud égale chercher l'apaisement. Ouest égale vouloir connaître le futur. Tu partais sans date de retour. Dans la marge latérale d'une page, tu avais écrit « Lundi 24 octobre à 8h15. Uni. Début de cours, jeudi 27. » Le carnet jaune n'était pas un carnet d'écriture. Il avait servi à la préparation. Tu avais recopié les itinéraires des correspondances entre les villes que tu comptais visiter. Alors excusez-moi, j'avais R 5527, Eger 7h15, Fusera à Bonny 7h32, D 530, Fusaboni 7h54, Kosice 10h04, tirer coller des billets de forum trouvés sur Internet, Roumanie vers Ukraine sans passer par Moldavie, et dessiner un tableau de change des monnaies que tu remplissais en consultant les taux dans les cybercafés. Tu y consignais pour chaque destination des suggestions de visite ou de logement. Faire juste halte à Pelson, bière. Lomour, marcher en s'éloignant de l'église rouge vers l'autre dôme rouge. Généralité Suède, moustique. Bâtonnet de Miga, égale moustique en suédois. Tu y constitues aussi au fil du voyage une liste de critères pour une auberge de jeunesse idéale, un décompte méticuleux de tes dépenses et un récapitulatif des rivières associées aux villes traversées. Pétersbourg, Volga, Kiev, Dniepr, Prague, Velva. Tu t'installais de préférence à la fenêtre, dans un carré de 4 places libres. Tu posais le front sur la vitre, même si c'était peu confortable, même si ça ne durait pas. Tu étais souvent gêné par l'espace de quelques centimètres entre l'appui-tête et la paroi du train qu'il fallait combler à l'aide de tissu. Tu sentais contre ta tempe la vibration de la vitre. Tu sentais contre le caoutchouc noir qui encadrait les vitres, contre ton épaule. Ouais, c'est comme ça qu'on oublie de traduire des phrases. Tu sentais contre ton épaule le froid de la vitre. Tu sentais contre ton bras le caoutchouc noir qui encadrait les vitres. Tu rêvais de réseaux, ferroviaires, routiers, de quadrillage. Et dans les trams qui se superposaient, tu rêvais des zones vierges, des trous de la cartographie que rien ne venait traverser. Tu te sentais circuler sur ces filaments, funambule amoureuse du vide, sur le point de tomber dans le monde. Tu daydreamais. Tu développais des techniques infaillibles pour dormir sans craindre qu'on te vole tes affaires. Enrouler la courroie du sac à dos autour de ta cheville et t'allonger sur 2 sièges en position fétale ou sur le dos, les jambes contre la vitre. Dans un train Trondheim-Narvik qui roulait pendant 25 heures, toutes les places étaient prises et tu n'en pouvais tellement plus que tu as étalé ton matelas sous les 4 sièges qui se tournaient le dos. Petite cabane crasseuse où l'horizontalité t'avait néanmoins apporté le sommeil. Tu portais contre la poitrine un second sac plus petit, en bandoulière, qui contenait ton premier téléphone portable, ton porte-monnaie et ce carnet jaune. À l'époque, perdre ton téléphone ne t'aurait causé qu'une peine légère. Mais ce carnet, non. Tu aimais répéter que tu dormais mieux sur les couchettes, bercé par le bruit binaire des rails, comme des battements de cœur. Mais tu étais trop impatiente de découvrir un nouveau paysage, trop excitée par ton arrivée prochaine dans une nouvelle ville pour dormir. Les matins, après les trains de nuit, pour Helsinki, pour Simferopol, pour Cracovie, se distinguaient par une fatigue particulière, courbaturée, flottante. Dans le Kiev Simferopol, la jambe de J frottait nonchalamment contre la tienne. La lumière était très blanche, le son du rail très doux. Le temps s'était arrêté.
Tu as découvert un jour, mais était-ce dans une auberge de jeunesse bulgare ou slovaque, l'épais European Rail Timetable qui contenait les horaires de train de toute l'Europe et t'aurait évité bien des lignes de copie. Tu es resté penché dessus une bonne heure, ébloui par la perspective d'un tel savoir sous tes yeux, attendant qu'on te questionne pour répondre avec fierté « Zasteli Balatonfured, le prochain part à 10h41. Changement à Tapolka. » Mais l'exemplaire n'était pas à vendre et ton rituel de moine copiste t'arrangeait bien. Trouver un cybercafé, te rendre sur le site de la Deutsche Bahn, le plus complet en termes d'horaires européens, recopier les horaires dans le carnet jaune, lire tes mails, en écrire à tes amis selon une alternance savante pour que personne n'ait toutes les informations, pour que personne ne puisse reconstituer le puzzle de ton itinéraire. C'était aussi l'époque où l'Europe découvrait les sudoku. Le journal de ta ville natale en publiait un par jour sur Internet. Tu allais voir sur le site, tu les recopiais à la main. Ça t'occupait les heures où tu ne voulais pas lire aux vitres des trains, où il fallait repousser les questions de la vie d'après, qu'il faudrait remplir. En Roumanie, tu privilégiais les régionaux qui roulaient portes ouvertes, laissant circuler l'air au milieu de cet été étouffant. Parfois, le train s'arrêtait au milieu d'un champ. Tu regardais dehors, tu voyais des gens qui sortaient des hautes herbes, jetaient des paquets à bord et se hissaient dans ce train beaucoup trop en l'absence de quai. Une fois, l'arrêt a duré 3 heures. Ton jean collait au cuir de la banquette. La sueur coulait entre tes seins. Tu partageais le compartiment avec une famille roumaine dont le jeune enfant te montrait du doigt, posait des questions à ses parents. Ça te faisait rire. Ça les faisait rire. Et tout le monde riait et suait. La discussion était lancée, dictionnaire à la main pour toi, gestes et sourires pour eux, qui ne comprenaient pas non plus cet arrêt prolongé. Tu écoutais la sonate au clair de lune de Beethoven. Tu écoutais Raphaël qui venait de sortir Caravane. Il chantait « C'est bon aujourd'hui d'être en vie sur la même terre que toi ». Et ce « toi » prenait le visage de N dans un train suédois, de I dans un train slovaque, de I' dans un train hongrois, de J un peu partout, tout le temps, éperdument. J t'avait rejoint, il dormait contre toi, et vous reteniez votre souffle sans vous toucher. Si le paysage pouvait garder la trace des pensées, l'Europe de 2005 serait couverte de ces noms, de ce nom. Il te semble aujourd'hui que si tu touchais le carnet d'une certaine façon, si tu trouvais la bonne combinaison de caresses et de pression, cette musique que tu écoutais devrait s'en échapper. Dans les chansons de Raphaël, il y avait aussi Sur la route, comme le livre de Kerouac qui déroulait son manuscrit. Toi, tu déroulais tes pensées le long des rails. Tu voyais s'élever ta vie sur les forêts russes, sur les plaines ukrainiennes, sur les montagnes slovaques. Tu ressentais l'immensité et l'éternité comme jamais. À l'époque, tu n'avais pas peur des grands mots. Tes émotions étaient totales et intactes. Tu ignorais superbement la moulinette de la nuance et de l'analyse. 10 ans ont passé, tu retrouves le carnet, tu repars en train vers le nord, tu emportes ce carnet avec toi, comme lecture ou comme talisman. Thé est debout sur le quai glacé par la nuit. Tu l'embrasses à travers la vitre. Tu retiens tes larmes. Toi qui te réjouissais de voyager à nouveau seul, tu te demandes pourquoi tu t'imposes ça. Quelle personne en toi tu essaies de retrouver. Tu passes ton pouce sur la tranche du carnet jaune. À première vue, il a été écrit par une autre. Dans le train de nuit pour Hambourg, tu portes une polaire à capuche, un truc absurdement confortable que ta mère t'a offert à Noël. Tu as réservé une place à la fenêtre. Ton pull épais amortit la pression du caoutchouc du cadre contre ton bras.
Tu es du côté du chauffage qui monte depuis le sol, le long de ton corps. Tu écris un mail sur ton téléphone. Il partira dans la nuit à la prochaine connexion Wi-Fi. Tu sors ton ordinateur, tu essaies de regarder une série américaine tournée à Séoul, Nairobi, Londres, Berlin et San Francisco. Tu n'y arrives pas. Tu penses au voyage d'il y a 10 ans. Tu te rappelles comme la vie était simple à cette époque. Aujourd'hui, tu as toujours au moins 2 chargeurs avec toi et il est très difficile de ne pas se connecter pendant plus de quelques jours. Tu nuances cette idée. C'est du romantisme à 2 balles. Tu te dis que le maillage du monde s'est simplement resserré. Dans le carnet jaune, tu retrouves des bouts de papier indépendants glissés entre la couverture et la première page. La carte de visite hongroise, verte, avec au verso, des tarifs griffonnés à la main par un réceptionniste dont tu te rappelles les gestes doux. Le reçu d'un cybercafé, avec au verso un mot de passe. Un billet rose en cyrillique, où tu ne comprends que Saint-Pétersbourg, avec au verso le numéro d'un certain Eugène, pour la 2e fois. 2 tickets de métro de Prague flambant neufs, avec au verso rien. Certains papiers ont été arrachés à des carnets semblables aux tiens, que des gens comme toi avaient remplis d'horaires, de contacts et de souvenirs. Tu te demandes où sont ces carnets cousins aujourd'hui. Ou doit-on plutôt parler de greffe que de lien de sang? Et les quelques centimètres arrachés sur les pages de ton propre carnet, sont-ils conservés dans d'autres carnets? Combien êtes-vous à habiter les textes et les pensées des autres? À l'aube, tu constates que le compartiment s'est rempli. Chaque siège est désormais occupé par un dormeur ou une dormeuse qui a répété le même rituel que toi. Essayer toutes les positions, remplir les creux avec des tissus, mettre ses écouteurs, rabattre sa capuche. Vous avez tous à peu près le même âge. Une personne sur 2 a sorti un carnet dans lequel s'écrivent des pensées entre 2 regards par la fenêtre. Tu souris doublement. D'abord parce que le plaisir fou qu'il y a à se réveiller dans un train te saisit au cœur comme ce n'était plus arrivé depuis des années. Ensuite, parce que tous ces carnets te rappellent que tu n'es pas unique du tout. Le malaise du départ, cette fille étrangère en toi, s'est dissipé. Cette fois, tu empoignes le carnet comme une lecture rassurante, pensant n'y trouver que des informations factuelles ou une émotion modérée. Tu es quand même surprise par une page de contact où des gens dont tu as oublié l'existence ont écrit leur nom et les circonstances de votre rencontre. Une nonne dans le train Oradea à Budapest. A. From Vienna with the calf. I. The weird guy from Finland. Une page où quelqu'un a essayé d'écrire ton prénom plusieurs fois avec une écriture d'enfant entrecoupée d'étoiles. Tu te dis que c'était probablement un garçon, qu'il avait tracé ses lignes en te souriant, et ça te crée une sorte de brûlure du souvenir dans le ventre. Une pleine page intitulée Guidelines to Lund, rédigée par un certain Morton. Le top 10 de l'Europe de l'Est selon le Lonely Planet que tu as recopié jusqu'au numéro 5. Des phrases pour commander un billet de train en russe. Tu posais ensuite le carnet sur le guichet sous les yeux de l'employé qui t'écrivait alors la réponse dans le carnet. Ton carnet contient donc l'écriture d'une Ukrainienne qui travaillait au guichet de la gare de Kiev en 2005. À Hambourg, tu changes de train et bois un café. Ça, tu ne le faisais pas à l'époque. Chaque centime comptait. Tu te trouves dans le flux des pendulaires matinaux, costards et sacoches, trottinettes pliables et tablettes. À Copenhague, tu franchis la frontière en surplombant la mer. On te demande dans un marmonnement si tu lis le métro express posé devant toi. Tu fais signe que non, comme si toi aussi c'était ton trajet quotidien, alors que tu as déjà traversé tout un pays.
Dans le train pour Stockholm, tu regardes par la vitre pour ne pas regarder un homme insolemment beau. De l'autre côté du couloir, qui sort exactement les mêmes objets que toi, un livre, un carnet Moleskine, un guide de voyage, un thermos. Ça devient ridicule, ce mimétisme. Mais le train passe dans un tunnel et tu constates que vous vous observez dans le reflet. Vous riez et détournez le regard. Il y a une page que tu ne t'attendais pas vraiment à trouver, celle des SMS, recopiée à la main il y a une décennie parce que ton téléphone ne pouvait pas en mémoriser plus de 30. Dans cette sélection sentimentale, tu avais retenu des messages qu'il te semble aujourd'hui impossible d'avoir reçus. V. C'est normal que tu aies peur. Tu vas me manquer aussi. P. I'm sure I can find a way to visit at some point. E. Feeling bad that I missed your message, but you had fun with those Polish guys. Damn. D. Ta sœur. Tu me manques, espèce d'andouille. J. Tant pis pour nous si on ne sait pas s'exprimer. Tu penses à toutes ces relations qui ne sont plus, ou à celles qui ont changé. Aujourd'hui, V ne dirait plus que tu lui manques, ni J que vous êtes passé à côté d'une histoire d'amour parce que vous ne saviez pas vous exprimer. Tu sais que I travaille entre l'Afghanistan et San Francisco. Tu sais que P s'est marié. Tu te demandes combien de voix sont piégées dans ce carnet. Combien de vies tu aurais pu vivre à partir de ces rencontres, si chacune avait été explorée jusqu'au bout. Tu te demandes qui tu étais pour supporter de laisser ainsi des questions de côté, pour survivre émotionnellement à tout ça. Tu regardais si droit devant toi que tu ignorais les possibles. Tu pensais les enfermer dans ce carnet, l'ouvrir de temps en temps, caresser les fantômes qui s'en échappaient. Tu leur intimais ensuite de retourner au carnet jaune. Tu pensais ne pas en être affecté, c'était simple. Maintenant, tu ne sais plus. C'était bien toi, au fond, tout ça. Quand tu descends du train à Aluela, tu as toujours la même naïveté. Naïveté. Pardon. Oui, naïveté. Ton sac est toujours trop lourd. Tu t'émerveilles de la neige qui tombe dans le demi-jour, comme si tu n'avais jamais voyagé. Et le fait de prendre un selfie devant la locomotive rétro de la compagnie ferroviaire suédoise n'y change rien. Parfois, tu rêves de train. Quimper-Moscou, avec les copains. Téhéran-Pékin via Delhi avec thé. Parfois, tu ouvres l'application des trains sur ton téléphone, juste pour le plaisir de connaître les horaires du Zurich-Belgrade. Tu as lu sur Internet que les cellules du corps se régénéraient à différentes vitesses en fonction des organes. Celles du cerveau et du cœur sont les plus lentes, plus de 10 ans. Seul ton cerveau, ton cœur et ce carnet ont donc fait ce voyage d'il y a 10 ans. Résumé à la première page. 16 livres, 44 chambres, camping, 282 heures de train. Ta peau d'aujourd'hui, à proprement parler, n'a donc jamais connu ces trains. Profondément. Voilà. Bon, maintenant, vous avez entendu le commentaire. Eh bien, il nous faut faire la même chose. En anglais, dans un premier temps. De toute beauté. Et puis après, cette nouvelle fera partie du volume. Alors, il faudra faire la même chose en marathi ou en hindi. Mais à partir du français, j'insiste. Hein, l'exercice, on le fait. Là, l'exercice, on le fait vers l'anglais parce que malheureusement, je ne parle ni hindi. Encore, oui, encore. Mais la semaine prochaine, ça sera différent. Demain, oui, étant un autre jour. Voilà. Donc c'est ce que c'est le texte sur lequel nous allons travailler tous les jours ensemble. Voilà. On va essayer de traduire jusqu'au bout
en même temps. Donc on fait un petit peu de lecture théorique, de discussion autour des lectures théoriques qui soulèvent des questions, hein, puisque j'ai préparé des textes sur toutes sortes de problèmes et ce travail de traduction. Alors nous n'avons plus beaucoup de temps. On va commencer ensemble, au moins se poser quelques questions. On va essayer de diviser ça parce que l'idée c'est quand même que vous commenciez un peu à travailler. Donc je regarde le nombre de pages. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 séances. On part sur la base de globalement d'une page par séance, donc pour à chaque fois, donc essayer de commencer à travailler. Mais travailler, ça ne veut pas dire nécessairement arriver à une forme finale, hein, mais quand même bien préparé. Et bien préparé, ça veut aussi dire soulever des questions. Soulever des questions auxquelles on n'apportera peut-être pas immédiatement la réponse. Hein. Mais donc, ce qui serait bien, c'est que si on veut faire un travail un petit peu sérieux, c'est peut-être de faire un tout petit peu plus d'une page par séance pour pouvoir avoir du temps pour justement le travail de reprise du texte, hein, parce que moi, les reprises de texte, je les fais plusieurs fois. Hein. Voilà. Alors, donc, on essaie de commencer quand même un petit peu, et on s'arrête à 18h pile, hein, je présume. Non, on va continuer un petit peu parce qu'on a commencé avec... D'accord. Si ça pose pas, si ça vous pose, c'est pour ça que je posais la question. Non, d'accord. Donc, je suggère, comme toujours, que on laisse le titre et le sous-titre de côté, parce que c'est vraiment quelque chose qui demande de mûre réflexion, et c'est une chose qui, ça, bon, le titre peut correspondre à l'original, mais ça peut être quelque chose d'autre. Donc c'est une décision qu'il faut prendre à la fin. Alors, allons-y sur le premier paragraphe. Bon, allez, prenez peut-être commencer à prendre papier crayon et puis ajouter des choses un peu sur. Et puis je vous laisse 5 minutes quand même hein, pour réfléchir à quelques minutes, comme ça on va pas se jeter ça brutalement. On travaille vers l'anglais. Oui. Non, me faites pas du hindi, s'il vous plaît.
On essaye là avant que vous êtes prêts à vous lancer. Sur le premier paragraphe, vous êtes prêts et prêtes? Alors, donc là vous voyez, première phrase, on a une phrase, donc, on va dire nominal, il n'y a même pas de nom adjectival. Alors, un point important en traduction, c'est justement ce qu'on appelle d'un mot latin l'incipit, c'est-à-dire l'entrée dans le texte. Et c'est vrai que le tout début d'un texte est fondamental. C'est vrai qu'un texte qui va commencer par je, c'est dommage dans la traduction de ne pas garder le je. Voyez, un texte qui va commencer par il était une fois, même si c'est un roman ou n'importe quoi qui va donner le ton d'un conte, c'est dommage de ne pas commencer par une formule du même ordre. Voyez. Donc c'est justement le Moby Dick de Melville, vous voyez, le Call me Ishmael, donc un impératif. C'est dommage de ne pas garder des formules pareilles, vous voyez. Alors, parce qu'on entre dans une écriture, donc d'une certaine façon. Donc là, alors, allez-y, lancez-vous quand même. Je sais pas, il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui vont y participer à ce projet, donc c'est le moment ou jamais de s'y mettre. Et si vous ne le faites pas, justement de participer à ça, parce que vous ferez peut-être d'autres choses. Yellow, transparent, matte and spiral bound. Oui, alors est-ce que vous avez d'autres choses à proposer? Pardon? On peut toujours traduire mat, par dull. Yellow, transparent. Oui, matte, ça veut dire quoi? Qu'il est pas, voilà, c'est ça, qu'il est pas brillant, hein, voilà. Ouais. Mmh. Pardon? Oui, c'est correct. Oui. Oui. Alors, vous savez qu'il y a une des... Alors ici, ça sera malvenu, mais il y a une des techniques, parce que quelquefois, c'est très utilisé, enfin, c'est le moyen de se sortir de quelque chose, qui est ce qu'on appelle la traduction du contraire, la négation du contraire, pardon. C'est-à-dire que là, bon là, le maths, en plus il a le mérite d'être aussi concis, parce qu'il y a aussi les mots quelquefois qui sont plus ou moins longs, qui pourraient être de dire pas brillant, vous voyez, s'il n'y avait pas un mot qui convienne bien. Vous voyez, quelquefois on utilise ces formules-là. Voilà, c'est pour ça que je vous posais la question. Donc, pourquoi pas. Alors, tu avais choisi ce carnet pour qu'il se lit, etc. Alors, évidemment, là, on est face à un problème tout de suite, puisque vous savez que le français a le tu et le vous, et en anglais, même si le tu a existé, il n'existe plus. Donc là, on va se trouver dans une situation... Vous voyez, il y a une déperdition. Dans la traduction, il va y avoir une déperdition si on utilise le you. Maintenant, ce tu est un style très particulier. Donc, est-ce que, je pose les questions toujours naïves. Est-ce que vous allez garder cette deuxième personne? C'est qui ce tu? Première personne, c'est Aude. Voilà, enfin c'est peut-être pas Aude, on ne sait pas. Aude, c'est l'auteur, on ne sait pas qui c'est. Mais c'est effectivement une femme. On a compris que c'était une femme qui écrivait cela, et le tu la représente. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez le garder ou pas? Oui, pourquoi pas, on peut garder le tu, on peut se parler comme, on peut garder En le tu, troisième personne. oui, je vois aucun problème. Oui, absolument. Le tu français n'est pas nécessairement, il n'est pas d'une grande banalité. Il a été introduit dans la littérature. Il me semble bien que le premier auteur qui l'a introduit, c'est Michel Butor dans la modification. Hein, je crois que c'est lui qui a introduit le tu pour la. Je crois qu'il n'existait pas avant. Hein. Et donc, justement, c'est une forme d'écriture donc qui apparaît dans le nouveau roman et qui ici est utilisée autrement et mais qui est très bien. Et justement, je pense que stylistiquement, si vous remplacez par elle ou par je, là vous changez le point de vue. Elle, voilà. Ouais. Donc là, il y a une espèce de regard extérieur sur soi-même que fait cet auteur. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce regard est porté en 2005 et la partie à la fin, qui se situe 10 ans plus tard, où on aurait peut-être pu imaginer un changement de personne. Vous voyez, un passage au je ou au elle, hein, le tu reste. Hein, c'est toujours une espèce de regard distancé sur la personne donc, qui accomplit cette action. Et disons que ça crée une situation intéressante parce que là, pour le coup, on a une distance entre le narrateur et le narrant et le narré, c'est-à-dire l'auteur de la narration et le personnage de la narration, dans la narration. Alors, allons-y. Tu avais choisi ce carnet. Alors, maintenant, va se poser la question du temps. Une chose, madame, si je peux. Allez-y, bien, chacun peut, oui, chacune, oui. Je parle encore de la langue hindi. Heureusement, en hindi, on a quelque chose pour tu. Ouais. Qui n'est pas le même que vous. Ah, alors, oui. si je travaillais vers l'hindi, je pourrais bien garder tu pour to. Oui. C'est ça. Je voulais juste remarquer. Oui, bon, ben, alors ça, c'est vrai que ça résout un problème. Et c'est vrai qu'il y a certaines langues où on a justement le tu, le vous, le mais, d'autres où on ne l'a pas. C'est comme le français. Oui, oui, oui. Au point de vue de la grammaire, oui, il y a des correspondances. D'accord, d'accord. Oui, et d'ailleurs, quelquefois, la présence d'une autre langue dans un texte, ou même si elle ne fait pas surface, peut aider. Et moi, je sais que j'ai traduit un recueil de correspondances de Nabokov, donc un recueil de correspondances en anglais, et donc il écrivait à certaines personnes, et comme c'était des amis russes, quand il était aux États-Unis, c'était des amis russes, il avait à la fin une petite formule, un petit mot gentil, un petit quelque chose qui laissait transparaître si il était au stade du tutoiement ou du vouvoiement. Ce qui me permettait, ce petit élément de russe, où en russe il y a le tu, le vous, de choisir le tu ou le vous. Sinon, en français, quand on traduit une langue, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'on va choisir, vous voyez. Très, très, très difficile. Ce qu'on va dire quand on est dans un lien de familiarité, vous voyez, parent-enfant, on va dire tu. Sauf, vous voyez, dans une famille noble, etc., une vieille tradition, ce qu'on veut. Sauf qu'une fois, moi, j'étais dans un train, en France, il y a peut-être 20 ans, 30 ans,
wagon de deuxième classe, vous voyez, pas rien de sophistiqué. Il y avait une famille, un père, une mère, une fille, et la fille disait vous à ses parents. Chose qui est totalement inhabituelle en France. Totalement. Ouais. Donc, vous voyez, on ne peut jamais être sûr. Alors, bon, il y a ça. Donc, il y a le tu, il y a le temps verbal. Alors, le temps verbal. Essayons de voir un petit peu, par exemple, ne serait-ce dans ce paragraphe. Qu'est-ce qu'on a? Tu avais choisi ce carnet pour qu'il te survive éventuellement à la pluie. Sur la première page, tu avais dessiné 81, plus ou moins européen, c'est de ton péril. Tu venais de passer ton bac, la tête pleine, qu'on ne conserve que quelques semaines. Tu avais appris cette expression attribuée. L'Europe, il fallait vérifier. Tu montais, tu retrouvais, etc. Alors, donc là, on va avoir quand même, il va falloir qu'on fasse des choix. Ouais. Parce que si vous voulez, je vais vous expliquer, enfin, là, j'avais un petit texte que j'utilisais avec des étudiants pour leur faire sentir, si vous voulez, la différence des temps. Justement, là, quand on est tu avais choisi, c'est-à-dire, on est en français, pardon, dans le choix d'un temps qui considère le résultat et pas le processus ou le déroulement, vous voyez. Et c'était un texte, là c'était un texte en fait c'était une traduction du French, non, c'est pas French, et puis Lieutenant's Woman, enfin je sais plus quel est le titre exact. Et donc la traduction française utilisait des passés simples et des imparfaits. Et j'essayais de montrer aux étudiants que si on ajoutait des plus que parfaits, si on remplaçait par des plus que parfaits, on ne commettait absolument aucune faute grammaticale, aucune. Mais on changeait la perception qu'on avait. C'est-à-dire que c'était plus l'acte, si vous voulez, le garçon, en fait, c'était un petit passage dans lequel le garçon dilapide une partie des biens familiaux, alors que si on mettait avait dilapidé, dilapida avait dilapidé, ou dilapidait avait dilapidé, on ne perçoit pas la même chose. Parce que avait dilapidé, c'est le résultat. Vous voyez, on est dans le post. Voilà. Alors que l'autre, c'est le passé, mais on est dans le récit au passé, on est transporté au moment de voilà. Si c'est le résultat, donc c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on peut le concevoir différemment. Oui, oui, oui. Tu avais choisi ce carnet pour qu'il survive éventuellement à la pluie. Voilà. Ça dépend comment vous le voyez. Parce que si vous dites you chose et you had chosen, si vous dites you chose, c'est au moment où elle choisit, elle envisage la survie éventuelle à la pluie. D'accord? Si vous dites you had chosen, vous savez déjà que ça a été choisi, c'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est à chaque fois face à des choix délicats. Et ça marche dans les deux sens. Hein. En français, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai un exemple que je donne toujours parce que moi, je l'ai vécu sur une autre traduction de Nabokov d'un roman, un premier paragraphe qui se termine donc et qui commence pour le coup par Once upon a time there lived in Berlin a man named, etc. Donc sur le ton du conte. Et ce paragraphe est le résumé de l'intrigue. Et la dernière phrase vous donne justement la fin de l'intrigue, c'est-à-dire he loved, was not loved, and his life ended in disaster. Donc on a loved, not loved, ended.
Donc on a ces trois tons identiques que moi j'ai traduit par il aimait, n'était pas aimé, sa vie s'acheva. Et quand le texte est entré à la Pléiade, sous la pression d'ailleurs, je suis sûr que c'était lui du fils Nabokov, il voulait absolument que je mette des passés simples, parce qu'en français, le prétérit se traduit par un passé simple. Donc c'est pas vrai, on peut traduire par au moins une huitaine de temps différents, mais ça fait rien, si les gens connaissent pas mieux le français que ça, tant pis pour eux, pour que ça soit « il aima, ne fut pas aimé, sa vie s'acheva ». Ce qui est grammaticalement parfaitement correct. Il n'y a pas une faute. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Parce que ça place tout sur la chaîne événementielle. Alors que moi, si j'ai choisi l'imparfait, c'est parce que justement, je considérais ce qu'on appelle dans la tragédie shakespearienne love et not love comme son tragic flaw. C'est-à-dire ce qui a entraîné sa chute. C'est parce qu'il aimait cette gamine de 15-16 ans, là, qui était ouvreuse dans un cinéma de Berlin, hein, sa vie s'est terminée en catastrophe. Vous voyez, donc, voilà. Donc, le choix du ton. Et, ouais. Alors, donc, là, on a cette possibilité-là. Alors, allons-y, essayons de se faire une phrase et de voir. Après, on pourra revenir dessus. Donc, dans ces cas-là, ce que je vous conseille, alors évidemment, maintenant, je travaille sur l'ordinateur. Ce que je me fais, je me mets des barres obliques et je mets les options, voilà. Et donc, après, ça permet de relire. Hein, voilà. Alors, attendez, remarquez ce que j'aurais pu faire, moi, c'est prendre un morceau de papier, noter. Je vais lui demander si il peut connecter ton ordinateur, comme ça on voit ce que tu tapes. Je lui demande ça. On va pas le faire, on le fera demain. Demain, oui. Hein, on le fera demain, voilà, parce que maintenant, de toute façon, oui, on peut le faire demain. Hein, voilà. Alors, donc là, on peut effectivement, là, je vais ouvrir un document, effectivement. Voilà. Donc, on a dit, et après, à la lecture, on évoque yellow, transparent, mais ça vous n'êtes pas obligé de conserver ça. Matte. On peut dire matte finish. On verra. Vous mettez ça. En anglais, en Inde, on dira peut-être matte finish, non? Comme on dira au lieu de transparent, on dira see-through. See-through folders, non? En Inde. Hein? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais là, on ne sait pas trop. Hein. Hmm. C'est pas un folder, c'est un carnet. C'est pas? C'est pas un folder, c'est un carnet. Oui, un see-through. See-through transparent, c'est pas faux. Pour un carnet, c'est si ça marche. Le carnet et le folder. Donc là, en fait, elle n'est pas complètement en train de décrire le carnet, puisqu'elle en décrit le carnet à spirale, oui, hein, parce que justement, pour que la reliure ne se finisse pas par s'arracher, mais le reste, c'est la couverture, quoi, jaune, transparent, mat, à spirale. Donc, à mon avis, on ne voit pas toute la même chose. Moi, je verrais quelque chose qui serait cartonné jaune, plus une partie transparente, mat, vous voyez, dessus. Mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ce qu'il y a dans la tête de l'auteur. Ça, c'est aussi intéressant d'ailleurs, quand on pose des questions aux auteurs, les réponses qu'ils vous donnent. Quelquefois, ils vous donnent les réponses précises, et quelquefois, ils vous disent, ah oui, mais vous voyez ça, après tout, oui, c'est pourquoi pas. Et où ils lui disent, non, justement, j'avais pas d'idée précise, j'avais envie d'utiliser ces formules-là. Bon, alors, nous, on était partis sur... Moi, je prends ce qu'on avait dit au départ, hein. Ça n'empêche pas de changer. Donc, on était parti. Alors, attendez, là, je vais essayer de le mettre juste un tout petit peu en forme pour que, sinon, ça va être trop serré. Donc, je vais mettre à 1,5 ligne
pour avoir un petit peu d'espace. Voilà. Donc, on était parti sur yellow, transparent, matte. Alors, la question est sur le and ou le and not and. Est-ce que vous voulez qu'on... Voilà. Donc là, eh ben, ça, c'est une question qui reste en suspens. Ou rien. Voilà. Alors, bon, on laisse comme ça. Tu avais choisi ce carnet pour qu'il survive éventuellement à la pluie. Donc, c'est là qu'on apprend que c'est un carnet. Donc, on part sur le you. You, alors. You chose. D'accord. You chose. Est-ce qu'on met had chosen en option? Alors, ce carnet. Bah, pour le moment, on a dit faut quand même laisser des choix multiples. Une première traduction, on laisse toujours des choix multiples. Voilà. Alors, ce carnet, le carnet. You chose. That chosen. Alors, ce carnet. Il y a le cas de ce, d'ailleurs. Et de carnet. Ah, voilà. On ne sait pas si c'est the, si c'est this, parce que c'est vrai qu'en français, le ce, c'est quelquefois, c'est un the. Est-ce qu'on peut paraphraser aussi un petit peu? On met diary dans la première phrase, expired diary, et donc ensuite on dit you chose it. But in diary, isn't it the whole thing of a journal coming, or is it my French imagination? Alors, moi je vais vous... Alors bon, elle l'utilise comme un... Travel notebook. Booklet. Or maybe a Notebook. notepad is block note. Or maybe a journal like Alors, il y a une option par rapport à la traduction. Je sais que moi, ça m'arrive de le faire. J'ai une amie traductrice de l'allemand qui procède aussi ainsi. C'est de commencer à traduire sans avoir lu la suite de la nouvelle ou du roman. Est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'elle fait de ce carnet? Vous le savez maintenant, on l'a lu. Mais là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle va mettre dedans. Parce que dans le... Voilà. Alors, la seule chose qu'on sache, c'est le sous-titre. Note autour d'un carnet utilisé, c'est un carnet utilisé pour... Vous voyez déjà, la préparation et le suivi d'un tour d'Europe en 2005. Ouais. Donc, quelque part, en donnant déjà une fonction initiale à l'objet, vous en changez un peu la nature, voyez? Alors, pour répondre à votre question, qui est une bonne question, je trouve qu'il est un peu dommage d'ajouter une information dans cette première phrase qui ne contient rien. Elle contient, ce qui est intéressant justement, cette phrase, elle ne contient pas d'informations, elle contient des éléments visuels. Jaune, transparent, mat, à spirale. Elle contient 4 éléments visuels qui vous permettent donc de visualiser quelque chose. Mais on ne sait pas quelle est la chose. c'est la chose vitale. Oui, et voilà. Ouais. Et donc, c'est dommage d'ajouter. Vous voyez? Alors, c'est comme je vous dis, bon, il n'y a pas de choses fausses, mais stylistiquement, c'est dommage, je pense. Alors, you chose, you had chosen, on verra par la suite lesquels des deux fonctionnent le mieux. Ce carnet, c'est un peu un supplice, cette chose que j'ai sur la tête, là.
Euh, alors, ce carnet, donc the ou des. Alors, carnet. Moi, je suis pas très favorable à diary, vous voyez, parce que diary, on est détoyé, on est. Oui, c'est ça. Moi, je serais assez dans la chose neutre. Alors, notebook, booklet, Because on dit un carnet de voyage, un carnet booklet. where you write your travel book, travel notebook. Oui. Mais après, ouais. Parce que la phrase suivante, c'est un livre aussi, la péri. Voilà, c'est ça. C'est justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'elle ajoute des petits bouts d'informations, elle le construit petit à petit. Vous voyez, on est vraiment dans le jeu de construction. Vous voyez, c'est les morceaux de Lego, là. Il y a des cubes, et puis petit à petit, ça prend forme. Pour qu'ils survivent éventuellement à la pluie. Alors, donc là, on est parti là-dessus, mais alors ça va être pas facile, hein, la manière dont on a commencé. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir déjà introduire cette notion d'éventuellement? Ouais. Oui, moi, voilà, c'est ça. Moi, j'aimerais, oui, je sais pas, soit eventually, soit would ou may. Ou, je serais assez dans la modalité, ouais. Je pense, a priori, mais voilà. In due course. Non. Éventuel n'a pas le sens de possibilité, parfois. In the event finalité, non? No, it's in the event of. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire éventuellement, c'est-à-dire que si jamais les circonstances étaient telles qu'ils puissent faire face. Vous voyez, si je me trouvais dehors avec mon carnet qu'il y a beaucoup de pluie, tout ça, que les choses soient mouillées, ben, qu'ils puissent résister à tout ça. Au cas où. C'est au cas où. C'est pour ça que je pense à des idées comme le would, le might, voyez. Voilà, quelque chose comme ça. Mhm. Last. Bon. Non, non, c'est pas là. C'est voilà, survivre à la pluie, ouais. Mm. Mm. Pardon? Si on dit survive en anglais, Oui. peut-être c'est utilisé pour un être vivant Oui, au lieu d'utiliser pour un objet. oui, oui, oui. Mm. Stood the test. Mais c'est des. Stand. Withstand, yes. This will withstand the rain, yes. Or it will Because there is the two parts. It's visual and this thing. Withstand, survivre. Ah ouais. Can you say sustain in the rain? Non, non, ça dirait pas. But it would withstand the rain. Withstand the rain. Ou. Est-ce qu'on pourrait avoir un verbe avec quelque chose through the rain, vous voyez? Pull through the rain. Voilà. L'idée de live through the rain, or. See yourself through the rain. Enfin, je pensais à ça, vous voyez? C'est-à-dire penser à. Survivre à la pluie. C'est bien l'idée de stand something or C'est pourquoi j'ai withstand. Qu'est-ce qu'il me donne, lui, comme définition? Ouais. En synonyme, j'ai des resist, hold out against, stand firm against. Ouais. Ah, alors attendez.
Je veux juste chercher, parce que j'ai pas grand-chose ici comme dictionnaire anglais. Mais il y a quelque chose que je veux regarder. Weather. Est-ce que vous pensez... Est-ce qu'on peut utiliser overcome? Overcome, je pense pas. Withstand, outlive. Outlive? Non. Weather. Endure. C'est peut-être un peu... Endure, ça fait un peu... Ouais. Ouais. Non, puis endure, on a vraiment l'impression de subir des affronts violents, je trouve. C'est un peu comme overcome, resist, endure. On est dans ce même champ lexical. Ouais. C'est quand même, je le mettrai avec endure et tout ça. Hold out, withstand. Hold out. With hold out against, whereas withstand is more compact. Ouais. Outlast. Hmm. Remain intact. Hmm? Remain intact. No, Mhm. there's not remaining here. There's something Mhm. you do that. Live through. C'est pour ça que j'avais gardé l'idée de through. Sustain. No. Live through is the closest if you want. Live No? through, live through. But then live through, you're making it a very alive thing. Mais l'idée de survivre en français est quand même... c'est quand même l'idée de demeurer en vie, vivre plus longtemps. Là, j'ai juste un tout petit bout de dictionnaire. Yes. Là, on a du mal. Hein. Hmm. Bon, survive, c'est sûr que ça va pas. Alors, withstand the rain. J'ai noté plusieurs choses quand même. Outlive the rain. So that it would last through the rains. Last through. Through the rain. Ou on pourrait être plus pragmatique, du genre still be, je sais pas trop quoi, despite the rain, vous voyez, quelque chose comme ça. Le Mais- verbe manque, tu vois. Pardon? Qu'est-ce qu'on mettrait comme verbe? Ben c'est ça, voilà. Survive despite. Ouais. Alors, that's the hein. Alors, mais ça nous dit pour qu'il survivre? Pour qu'il déjà? Ou est-ce qu'on garde tout simplement you chose, par exemple, hein, si on part sur ce temps, you chose this notebook, hein, mettons qu'on fasse ce choix-là. For it so that. Ben oui, faut pas so that. For it For it So- undamaged. Pardon? for it For would it to remain remain damaged undamaged. in the Unblemished.
Ah, ouais. Would or could, Shwat? Would. Éventuellement. He would, he might, he might. So, so that it might, withstand the rain, last through the rain, last through the rain. Bon, mais de toute façon, on n'arrive pas à une solution du premier coup, hein. Sur la première page, tu avais dessiné 14 drapeaux, tous plus ou moins européens, ceux de ton périple. Alors, sur la première page, on the front page, on the front page. Non, parce que je pensais à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, l'histoire du top floor et du dernier étage. Et là, en fait, moi, je la vois plus front page que... Je vois qu'il y a un ordre croissant ou décroissant. Parce que, justement, c'est l'idée de... C'est ce qu'on voit, ce qu'on dit enfin, en premier. Mais... c'est le sommet. Voilà. Ouais. Moi, je vois, voilà. Moi, je verrais plus on the front page, ouais. Voilà. Alors, on the front page, alors, tu avais dessiné. Voilà, c'est ça. Là, c'est intéressant parce que le drawing, c'est vraiment une action. Et c'est vraiment... et donc là, selon le ton que vous allez choisir, soit on imagine l'action qu'elle a accomplie, ou on imagine le résultat de l'action. Ouais, moi je mettrais plutôt, voilà, you had drawn, parce que on les voit, si vous voulez, quand je lis ça, je vois ces couleurs, enfin, je ne connais pas toutes, mais je vois ces petits drapeaux de différentes couleurs, vous voyez? Ouais, ouais. Alors, mais c'est uniquement une question de perception, hein. Alors, you had drawn, bon là, 14 flags. Alors, voilà. More or less. Mostly. Mais ça, on a tous plus ou moins européens. Oui. Mostly. Ouais. Most of them European. Mostly, no, because Most of them. No, it's not the flags. The number it's already there. If you say more, most of them it would be. Ben, tous plus ou moins européens. Ben oui, ils ne le sont pas tous parce que elle va en Ukraine, en Russie. Vous voyez, on est en 2005. En Russie, de toute façon. Most of them European mostly. Majority Europe. I think the mostly sounds. Ouais, c'est ça. De toute façon, le problème de la traduction, c'est qu'il faut savoir qu'on n'arrive jamais à des équivalences exactes, hein. Sinon, sinon, il n'y aurait pas de traducteur et de traductrice, hein.
Il suffirait de mettre dans une boîte et de leur sortir. De l'autre côté, les dictionnaires suffiraient. On prendrait des mots du dictionnaire, on les ajouterait les uns à côté des autres, et puis voilà. Alors, ceux de ton périple. Hein. Those of your journey. Non, parce que le périple, c'est véritablement c'est journey. Oui, c'est le périple, c'est le mot, c'est le périplos grec, quoi. Hein. C'est alors, ceux de ton périple, c'est plus que trip. Puisqu'elle elle sait pas, elle nous dit à un moment donné, vous voyez qu'elle sait pas, voilà. Bon. Et pourquoi? Ben non, parce que rien ne dit que là on est dans ceux de ton périple, on ne sait pas si on est dans le passé. Et pourquoi pas tout simplement on the front page you draw 14 flags, mostly, mais non. Et pourquoi on ne mettrait pas tout simplement your journeys? Avec l'apostrophe, your journeys. So now enfin, je sais, 14 flags, là, your journeys, sous-entendu flags. On the front page, you had drawn 14 flags, mostly your journeys. Non, ça supprime le of, c'est ça que je veux dire. Non, je veux dire, c'était pour essayer de le jouer à l'économie, vous voyez? Your journeys. Comme ça. C'est comme ça. No, virgule. S apostrophe. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, le voyage. Ouais. C'est que maintenant. Dans ce cas-là, si vous oui. Utilisez l'apostrophe, ouais. ça sera après le S. Non, c'est ah non. Ton périple. Au singulier. Au singulier. Mais si on parle des 14 drapeaux, Alors voilà, journey, c'est pas pluriel. Non, c'est one journey. One journey, she visits 14 countries. C'est comme ça que je le conçois. C'est pas Dieu, c'est pas elle parle pas de différents périples, c'est un seul périple. C'est ce que j'ai demandé, non? That's what I said. on le comprend parce que périple est au singulier, c'est pourquoi? Oui. Ah oui, c'est un périple. C'est-à-dire qu'elle parle, elle le dit d'ailleurs, c'est le principe du périple. Hein. Si vous prenez le premier grand périple de l'histoire étant l'Odyssée, qui mène d'un pays à un autre, un lieu à un autre, etc. C'est ça l'idée du périple. C'est d'aller dans... Elle dit qu'à un moment donné, elle est en Roumanie, après elle est en Ukraine, elle est en Russie, elle est en Pologne, elle est... Voilà. Et à chaque elle ne repasse pas par la Suisse. Elle sait toujours d'un lieu à un autre, à un autre, à un autre. C'est ça. Mais Christine, oui. Your journeys, est-ce qu'il se tient pas seul? Flags of your journeys flags. But your journeys are, just look at your construction of your sentence. Tu vois? Your journeys flags, okay, I understand. Your journeys notebook, I understand. But if you say on the front page, you have drawn 14 flags, mostly European. Your journeys.
So those of your Those journeys. of your journey. Those of Yeah, your but just journey. your journeys. Ah ben, ah oui, mais on peut... Doesn't stand. So those of your journey. It sounds somewhere incomplete. You know? What if you say But those of if you're going to say, if there's going to be an apostrophe, those of your pour moi, il faut flags of your journeys, flags. Notebooks. Bah, disons, bon, moi, je sais pas, faudrait que je poserai la question, bah, je peux pas poser la question à mon amie anglaise préférée, parce que là, elle est partie en voyage hier, justement, et je veux pas la déranger. Bien sûr, si vous voulez, dans l'écriture traditionnelle, on va mettre your journey's flags. No, Mais- of your journeys. Those of your 14, you have drawn 14 flags, Of your journey. mostly European, of your journey. Ah, oui, mais si tu veux, si je proposais ça, si c'est acceptable du point de vue, je sais pas, purement anglo-saxon, je trouve que ça fait, dans cette écriture, déjà qu'on a une première phrase dans laquelle il n'y a que des adjectifs, il n'y a pas un verbe, il n'y a rien et tout, elle a une espèce d'écriture paradactique complètement épurée. Si ça peut fonctionner, c'est pour ça que je suggérais ça. Mais je ne sais pas, hein, parce que of your journey est une formule beaucoup plus traditionnelle, c'est ça, et est tout à fait acceptable. Mais your journeys, si c'est acceptable, je trouve, si c'est acceptable, c'était simplement cette idée d'essayer de rendre son écriture qui est vraiment très épurée, et voilà. Et sinon, of your journey, oui, of your journey, c'est la formule qui va être la plus grammaticalement, voilà. Oui. Bon, même si, effectivement, cette dernière phrase, ceux de ton périple, n'est pas spécialement innovante. Voilà. Tu avais dessiné... Mais là, on a ce qu'on appelle... on a quand même une rupture de phrase. Tu as dessiné 14 drapeaux, ceux de ton périple. Voilà. Bon. On laisse ça en état pour le moment. Alors, tu venais de passer ton bac. You had just finished Passer son bac, ça veut pas dire, on dirait pas finish, parce que quand on a passé son bac, ça sous-entend qu'on l'a réussi. On l'a réussi. just taken Just your completed. just taken your Past. Moi, je dirais past, mais complete, c'est, non, c'est réussir, oui, mais c'est ça, passer son bac, ça veut dire réussir son bac. You've already succeeded. Oh, you already succeeded. À l'examen, c'est-à-dire Non, oui, mais là, oui, mais en français, quand on dit il a passé son bac, ça sous-entend qu'il a réussi parce qu'après, justement, elle parle de la rentrée universitaire dans la nouvelle. C'est-à-dire, en fait, la phrase suivante, c'est qu'on ne conserve qu'un examen, c'est-à-dire, on remémorise tout ça pour l'examen. Oui. Et après l'examen, on l'oublie. Donc ici, surtout, on parle de l'examen et pas de... Ah oui, non, mais ça... Passer le bac. C'est écrire l'examen. Oui, alors ça veut dire écrire, mais c'est aussi réussir l'examen. Voilà, et ce que vous dites après, c'est juste aussi, ça veut dire, c'est des idées, c'est un savoir qu'on conserve que quelques semaines, ça veut dire qu'on va réussir, qu'on va être brillant même, etc. Et puis après, on aura oublié, voilà. Non, parce que là, c'est sûr qu'elle l'a réussi, son bac, puisqu'elle dit, quand elle donne les dates à la fin. Uni, c'est une manière de parler, c'est dire université, les Suisses disent à l'uni. Hein,
Alors que nous, en français, quand on veut parler bref, on dit à la fac. Eux, ils disent à l'Uni. Je sais plus où c'est, voilà, je sais plus. Elle donne des dates, je sais plus où c'est. Elle donne des dates, elle dit que voilà, il y a l'Uni, puis il y a la rentrée, etc. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que là, elle vient de l'avoir le bac, voilà. Elle l'a passé. Et quelque part, si elle part comme ça, c'est parce qu'elle l'a réussi, justement. Elle l'a réussi, et maintenant, voilà. Voilà. Ouais. Donc, non, parce que finish, non, finish, ça veut dire que on a fini une année scolaire, une année universitaire, voilà. Mais là, Cleared is it? Cleared looks. bah,